bonjour à tous et bienvenue dans cette émission où nous allons parler d'énergie et tout particulièrement aujourd'hui de la mobilité et de la logistique. Alors, nous avons des ambitions. Vers l'année 2050, la Belgique souhaite être neutre sur le plan climatique. Allons-nous réussir à relever ce défi car le transport routier reste en Wallonie encore largement dominant. Alors, il est parfois difficile de réduire les émissions CO2 dans ce domaine, dans ce secteur de la logistique, et nous allons en parler en profondeur avec l'administrateur délégué de Logistics in Wallonia, Bernard Piet. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est pas évident, hein, c'est quand même un défi à relever. Comment résoudre ce problème de ces émissions dans ce secteur de la logistique? Parce que les camions sont sur les routes tous les jours. Les camions sont sur les routes tous les jours parce qu'ils réalisent des ordres de transport. Et donc, ils réalisent aussi des ordres de transport qui sont le résultat de nos habitudes de consommation. Donc déjà, nous, en tant que consommateurs, nous pourrions avoir potentiellement une influence. Mais il est vrai que ce que l'on remarque, c'est qu'au cours de ces dernières années, les émissions de gaz à effet de serre liées au transport sont des émissions qui continuent à augmenter. Et donc, l'effort à réaliser, si on veut rencontrer les objectifs qui ont été donnés par l'Europe et d'ailleurs auxquels le gouvernement wallon a également souscrit. Donc réduction à 55% à l'horizon 2030, neutralité carbone en 2050, les efforts sont conséquents. Nous avons fait des travaux au sein de Logistics in Wallonia qui montrent qu'il y a effectivement différentes solutions pour pouvoir permettre de réduire les gaz à effet de serre liés au transport. Et effectivement, la plus grande proportion, c'est dans la partie des motorisations alternatives. On peut agir sur la multimodalité, l'utilisation d'autres modes de transport. On peut agir sur l'optimisation des transports. Mais là où il y a le plus gros gain potentiel, c'est sur toute la dimension des motorisations alternatives. Gaz, mais pas uniquement. Aussi le diesel qui conservera toujours une place et aussi l'électricité peut-être pour les véhicules plus légers. Alors, il y a différents plans qui sont mis en œuvre. Par exemple, le FAST 2030. Pouvez-vous nous donner plus d'infos ? Oui, bien sûr. Donc, le gouvernement wallon a adopté en 2017 une vision FAST dont le but est justement de tracer une trajectoire pour pouvoir être moins dépendant du transport routier et réduire la part modale du transport routier dans l'ensemble des tonnes transportées. Alors, les évaluations sont relativement compliquées à faire, mais on considère que pour le moment, 84% des volumes transportés sont faits par le transport routier, le reste étant fait par le transport fluvial et le transport ferroviaire. Et la vision FAST veut ramener cette part de 84% à 75%. Alors, ça ne veut pas dire diminuer, parce que toutes les projections montrent aussi que les volumes que l'on transporte continuent à augmenter. Et donc l'enjeu est de faire en sorte qu'au cours des futures années, cette augmentation ne soit pas une augmentation uniquement sur le transport routier, mais aussi sur les autres modes de transport, ce qui risque malgré tout de conserver, de rester à une augmentation sur le transport routier. Et concernant la vision FAST, le document qui a été adopté par la région wallonne a débouché en fait sur un autre document cadre qui a été adopté par le gouvernement wallon en octobre de l'année passée, qui est la stratégie régionale de mobilité qui confirme ces objectifs. Et le mot stratégie multimodale Wallonia est aussi tombé. Alors c'est quoi? Alors en fait, Multimodal Wallonia est un programme que nous avons lancé au sein de Logistics in Wallonia pour justement essayer d'accompagner les entreprises à pouvoir être moins dépendantes du transport routier. Alors habituellement, lorsque l'on pense de transfert modal ou de report modal, c'est aussi un terme qu'il faut utiliser avec beaucoup de prudence parce qu'il n'y a pas d'ostracisme contre le transport routier. Ce n'est pas la question, on n'est pas contre le transport routier. La question, c'est d'utiliser chaque mode de transport pour ce qu'il fait le mieux. Et donc, autrement dit, on préfère parler d'intermodalité pour pouvoir faire vraiment la liaison entre les différents modes de transport. Et ce que nous faisons à travers le programme Multimodal Wallonia, c'est un accompagnement d'entreprises pour faire une analyse de leurs flux et de voir comment ces flux pourraient être moins dépendants du transport routier en utilisant soit d'une part le transport fluvial et le transport ferroviaire, mais ça peut être aussi d'autres modes de transport routier. À ce titre, nous avons travaillé avec certaines entreprises qui nous demandaient plutôt d'étudier avec elles leur distribution urbaine et l'utilisation, par exemple, de vélos cargo. Et alors, il y a aussi de modes optimisés du transport routier, puisque la Wallonie permet 2 dispositifs dans le transport routier, qui sont d'un côté les éco-combis, donc les longs camions de 60 tonnes de masse maximale autorisée, et aussi le transport à 50 tonnes sur 6 essieux,
Qu'est-ce que ça peut avoir comme importance? Il faut savoir que le transport, la masse maximale des véhicules est limitée par la loi à 44 tonnes, mais que le gouvernement wallon a autorisé l'utilisation de camions de masse maximale de 50 tonnes sur 6 essieux, pour notamment, par exemple, transporter des produits de carrière, ce qui permet pour un même véhicule d'avoir une masse emportée, donc une masse transportée plus importante, et donc une rentabilité meilleure pour les entreprises de transport. Alors, pendant les confinements, on a vu naturellement croître le transport logistique en Belgique, beaucoup plus de camions dans cette période Covid. Alors, est-ce qu'il y a naturellement un impact sur la pollution? Quel est votre avis là-dessus? Alors, encore une fois, je dirais c'est le résultat de nos habitudes de consommation. C'est vrai que la pandémie a mis plusieurs choses en lumière. Tout d'abord, on a vu à quel point on était dépendant du transport pour pouvoir alimenter nos grands magasins. Tout le monde s'est rué sur le papier toilette, sur les pâtes, etc. Donc, il n'y a rien à faire. Si on n'a pas de transport, les magasins ne sont pas achalandés et donc ça pose des problèmes pour tout le monde. La pandémie a aussi boosté de manière spectaculaire, évidemment, l'e-commerce. Et l'e-commerce, là, se contente souvent, ou bien utilise souvent, avec du transport par petites camionnettes. Et donc, forcément, ça multiplie les véhicules qui sont sur nos routes. Donc, quelle est la solution? Est-ce que la solution, c'est moins commander? Aller dire ça à chacun de nos concitoyens, je ne suis pas persuadé que c'est ce qu'il a envie de faire. Et on est parfois aussi dans une position un peu schizophrénique. Nous, en tant que citoyens, nous sommes aussi des consommateurs, et nous, citoyens, souhaiterions avoir moins de véhicules sur nos routes, avoir moins de pollution, mais nous, consommateurs, sommes très contents de trouver dans les magasins les produits dont nous avons besoin et dont nous avons envie, parfois tout de suite. Je pense par contre qu'il y aura une évolution, notamment dans le cadre de l'e-commerce à l'avenir, où il y aura de plus en plus une conscience environnementale sur l'acte d'achat que vous réalisez, et que donc, autrement dit, sur un site de commerce en ligne, on vous dira, vous pouvez avoir tel produit, mais ça va avoir telle empreinte CO2. Si vous le voulez dans un délai un peu plus long, l'empreinte CO2 sera moindre, et peut-être avec un incitant. Je pense que, in fine, on arrivera vers ce genre de situation. Mais c'est une responsabilité partagée. C'est une responsabilité totalement partagée. Et encore une fois, ce n'est pas du tout pour dédouaner la responsabilité des transporteurs, parce que lorsque vous posez la question aux transporteurs, en fait, les entreprises de transport, elles ont envie d'avancer. Et on voit qu'elles ont envie de prendre des initiatives, et certaines sont déjà pionnières en ce sens-là. Elles ont envie de prendre des initiatives, mais elles demandent deux choses essentiellement. Elles demandent un cadre politique clair pour savoir dans quelle pièce va-t-on jouer, premièrement. Et deuxièmement, lorsqu'il faut passer aux motorisations alternatives, un dispositif législatif et taxatoire qui est soit incitant, enfin en tout cas qui n'handicape pas l'entreprise, qui risque de faire des efforts. Un simple exemple, nous avons une taxe kilométrique pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes en Belgique depuis le 1er avril 2016. On pourrait tout à fait imaginer une dégressivité de la taxe kilométrique pour les entreprises qui utilisent des véhicules qui sont aux motorisations alternatives, par exemple. Ouais. Et alors, comment encourager et pousser ce secteur de la logistique à se décarboniser ? Alors je pense que ce n'est pas que le secteur de la logistique qu'il faut pousser à se décarboniser, je pense que c'est l'ensemble de l'industrie. Évidemment, les entreprises de logistique ont leur part de responsabilité, mais il ne faut jamais oublier qu'elles sont aussi au service d'entreprises industrielles qui ont des volumes à faire transporter et aussi au service des consommateurs. Donc je pense que c'est véritablement une responsabilité partagée. Et le problème souvent, c'est que l'industrie considère les services de transport comme un service, pas tellement comme un levier de compétitivité, voire même un levier de différenciation. Et donc la pression sur les prix est énorme, avec comme corollaire que les entreprises de transport habituellement travaillent avec des marges relativement faibles et donc ont une capacité d'investissement qui est aussi relativement faible. Donc à partir du moment où l'industrie est d'accord de jouer le jeu et d'accord d'aussi se rendre compte que si certains investissements sont faits, ça va avoir un impact sur le prix de transport qu'elles vont payer in fine, alors là on est sur la bonne voie. Mais je pense que c'est véritablement une responsabilité partagée entre d'un côté l'industrie et le transport. Le transport ne peut pas toujours être entre le marteau et l'enclume. Alors pourriez-vous nous donner quelques exemples ? Alors oui, il y a des entreprises de transport qui ont effectivement joué un rôle de pionnier. Je pense qu'une des entreprises, notamment au niveau du gaz, qui a véritablement joué un rôle de pionnier, c'est l'entreprise Matthäus, qui est une entreprise flamande, qui a ouvert une station du côté de Furnes. Et alors en Wallonie, nous avons des acteurs tels que le groupe Jost ou bien la société Vincent Logistics, qui sont véritablement des pionniers. Le groupe Jost ayant par exemple annoncé il y a quelques années d'ici l'achat de 450 tracteurs au LNG. Donc oui, des entreprises pionnières, il y en a. Il est vrai que ce sont a priori plutôt des entreprises d'une certaine importance, mais on voit maintenant aussi que l'immatriculation de camions LNG en Wallonie commence à se multiplier avec des entreprises aussi comme AJF Transport par exemple, ou bien Glass Partners qui ont investi dans ces technologies.
Alors, est-ce qu'il y a des avantages concrets des moteurs à gaz et peut-être est-ce qu'il y a des avantages pour les chauffeurs aussi? Alors, je suis moins un spécialiste de l'énergie, donc je suis moins à l'aise pour vous répondre. Et personnellement, je n'ai jamais conduit un camion. Donc maintenant, on entend souvent le retour des entreprises que pour un chauffeur, c'est très confortable. C'est très confortable de rouler au gaz et aussi c'est un peu moins bruyant. Donc, et c'est aussi peut-être dans une dynamique plus générale de réduire les émissions de CO2. De plus en plus d'entreprises aussi investissent par exemple dans l'éco-driving, donc de permettre aussi à leurs chauffeurs de se former. Et aussi un peu de valoriser cette profession qui parfois est un peu dévalorisée, donc de valoriser cette profession en le faisant conduire des camions un peu plus modernes, un peu plus performants, qui amènent une nouvelle technologie. Donc maintenant, c'est quelque chose évidemment qui doit s'expérimenter au jour le jour. Alors, on va parler peut-être maintenant des carburants de l'avenir dans le transport, le bio-CNG, le bio-LNG, l'hydrogène. Qu'en pensez-vous ? Alors je pense qu'en fait, il n'y aura pas une solution et il n'y aura pas un carburant de l'avenir. Je pense qu'il y aura des carburants de l'avenir. Il faut savoir une chose, c'est qu'une entreprise de transport amortit ses camions sur une durée qui varie entre 7 et 10 ans. Et donc, à l'issue de cette période, l'entreprise se sépare de ses camions et les fait entrer sur un marché de l'occasion. Donc on est confronté à plusieurs paramètres. Il y a d'abord la disponibilité des véhicules. Tous les constructeurs ne font pas encore des camions au LNG, par exemple. Il y a la maturité de la technologie. On parle beaucoup d'hydrogène, mais je pense qu'il faudra encore un petit peu de temps avant que la technologie ne soit complètement mature. Et puis, il doit y avoir l'existence d'un marché de l'occasion. Alors, le marché de l'occasion, pour le moment, est vraiment émergent au niveau du LNG. C'est encore extrêmement faible. Et donc, l'incitant pour des entreprises à devoir investir dans de nouveaux camions est encore relativement faible. Il faut vraiment que l'entreprise soit convaincue de son rôle de pionnier et pour autant aussi que la balance économique soit intéressante. Notamment, la CREG a réalisé en 2019 une étude sur le gaz en tant que carburant. Et qu'est-ce que l'étude montre ? L'étude montre que c'est effectivement rentable versus un camion diesel d'avoir un camion LNG, mais à deux conditions. C'est que le camion fasse un minimum de 400 000 km, ce qui ne pose pas de problème pour la majorité des entreprises de transport, mais aussi que des incitants soient en place. Donc autrement dit, des réductions fiscales sur le carburant. C'est à ces conditions-là uniquement que le LNG peut être rentable sur le long terme. Et là aussi, d'ailleurs, les pouvoirs publics peuvent avoir une responsabilité en proposant soit des réductions fiscales ou éventuellement des incitants par rapport aux entreprises qui veulent s'équiper. Donc je pense qu'on va aller avec un mix énergétique. On parle beaucoup aussi du HVO, et donc qui est en fait le recyclage d'huile usagée, qui présente lui l'avantage de pouvoir être utilisé dans un camion diesel sans devoir adapter le camion, donc ça ne demande pas une adaptation des véhicules. Je pense donc que l'on va aller vers vraiment un mix de différentes technologies. À mon sens, une technologie qui, dans le transport lourd et longue distance, n'émergera pas, je pense que c'est l'électricité. Alors, quel est le rôle que les carburants alternatifs pourraient jouer sur le transport, par exemple fluvial ? Il y a moyen de les utiliser ? Alors, oui, là on est confronté à un autre paramètre, qui est en fait la durée de vie des véhicules en tant que tels. Par exemple, la durée de vie d'un bateau est beaucoup plus longue. Donc, on est sur une durée de vie qui peut aller jusqu'à 30, 50 ans, voire plus. Donc, le fait de construire de nouvelles unités fluviales qui sont automatiquement équipés d'un moteur acceptant le LNG, par exemple, on n'y est pas encore. Là où je pense qu'on ira plus, c'est plutôt vers un rétrofit de bateaux existants. Mais à ce niveau-là, et encore une fois pour les mêmes raisons, notamment de marge et de rentabilité, on est dans un marché qui est encore émergent et dans lequel aussi, souvent, les propriétaires des bateaux sont des bateliers indépendants, ce sont souvent des familles, et donc qui ont une surface financière qui est, je dirais, le périmètre de leur petite activité de transport fluvial. C'est peut-être dans les entreprises, il y a certaines entreprises qui ont leur propre flotte de bateaux, mais c'est jamais 50 bateaux, mais qui peuvent avoir quelques bateaux et qui peuvent alors jouer un rôle de pionnier aussi dans l'équipement de leurs bateaux. Je pense que là, ça prendra plus de temps. Alors autour de moi, j'entends beaucoup parler de l'hydrogène, les voitures qui vont peut-être, dans un futur certain, utiliser l'hydrogène. Qu'en pensez-vous ? Vous m'auriez posé la question il y a 2 ans d'ici, je n'aurais certainement pas eu la même réponse. Je vous aurais dit que l'hydrogène, c'est pour un horizon de minimum 15 à 20 ans. Je suis surpris, et quelque part positivement surpris, de voir que, peut-être d'ailleurs sous l'impulsion de la pandémie, l'Union européenne a accéléré l'adoption du Green Deal et aussi a affirmé, notamment à travers sa stratégie aussi relative à la mobilité qui a été présentée par la commissaire européenne au mois de décembre dernier, de voir que
l'hydrogène, maintenant, a vraiment beaucoup d'attention. Lorsque vous voyez aussi les investissements qui ont été décidés tant par la France que par l'Allemagne pour pouvoir booster l'hydrogène, il y a 2 ans d'ici, on n'y aurait peut-être pas cru. Donc, l'hydrogène fera certainement partie de l'équation à l'avenir. La question, et on y revient à ce que nous avons discuté précédemment, on revient à la question de la maturité technologique, de la disponibilité des véhicules et du cycle de vie des camions. Et donc, pour le moment, je dirais, on est 1 voire 2 cycles trop courts. Je vous ai parlé de la durée d'amortissement qui pourrait être entre 7 et 10 ans. Dans la période de 7 et 10 ans, à mon avis, la technologie ne sera pas mature. Et donc, pour le moment, ce n'est pas une option, mais c'est certainement une option à garder à l'œil, mais peut-être dans une horizon de temps un petit peu plus longue. Alors, pour le futur, si on parle de l'hydrogène, on parle aussi du projet H2 Mobiwall. Qu'en pensez-vous? C'est un projet qui a été présenté par un de nos membres et qui montre aussi que, quelque part, les temps difficiles que nous vivons peuvent être aussi source de créativité. Et donc ce projet, en fait, viserait, parce qu'il n'est pas encore déposé, il n'est pas encore en route, mais viserait à créer une unité de recharge d'hydrogène mobile, qui permettrait donc de s'affranchir de la problématique notamment des stations de remplissage, qui est d'ailleurs aussi, by the way, un peu le problème que l'on rencontre avec le LNG, même si maintenant il a tendance à se résoudre, puisque le nombre de stations a tendance à augmenter. Mais on est toujours dans la situation de la poule et l'œuf, donc de savoir si on s'équipe, dispose-t-on de stations pour pouvoir remplir, et les fournisseurs d'énergie se disent, tant qu'il n'y a pas de flotte et de taille suffisamment critique, ça ne vaut pas la peine d'investir. Donc c'est cette situation un peu de la poule et l'œuf. Et je pense que ce projet H2 Mobiwall est justement une solution, encore une fois, intermédiaire, dans un panel de solutions où l'unité de chargement pourra se déplacer vers l'utilisateur plutôt que l'utilisateur allant vers l'unité de rechargement. C'est un challenge. Un vrai défi, tout à fait. Absolument. Mais plus à titre personnel, vous êtes confiant pour le futur? Je suis un optimiste de nature, donc je suis un véritable optimiste de nature et je pense que si on n'est pas optimiste, on ne fait pas le travail que je fais. Donc oui, je pense, moi ce qui me rassure en tout cas, c'est que lorsque vous posez la question aux entreprises, les entreprises ont envie de bouger. Donc nous sommes en train de mener actuellement avec nos collègues du VLA Institut de Logistique et avec la collaboration d'ING une étude justement sur le mix de carburant que les entreprises seront susceptibles de pouvoir utiliser. Cette étude sera présentée avant les grandes vacances et ce que l'on remarque dans les premiers résultats, c'est que plus de 75% des entreprises sont prêtes à avancer. Et elles ont envie d'avancer. Donc des entreprises qui détiennent des flottes. Et donc qui sont quelque part, comme je vous le disais tout à l'heure, dans cette situation un peu entre le marteau et l'enclume. Donc elles sont prêtes à investir. Elles demandent juste un cadre clair qui doit être décidé par les autorités politiques d'une manière. Et alors aussi un système qui soit un système fiscal ou un système d'incitant qui permette de pouvoir conserver un équilibre par rapport au diesel actuellement. Merci beaucoup Bernard Piette d'avoir été mon invité. Et mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt.